Vous êtes en direct sur nos antennes, c'est le matin qui se poursuit. Nous sommes maintenant avec les confrères qui sont sur ce plateau pour la causerie de ce matin. Jean-Del Etienne Glessoubé, bonjour. Gilles Christ, bonjour, amis téléspectateurs, bonjour. Journaliste à la radio Cap FM en face de vous. Bienvenue à Gbassagan, bonjour. Oui, Gilles Christ. Merci de votre présence sur ce plateau. Et puis, Eloge Zongbobo, bonjour. Bonjour Gilles Christ, bonjour madame, bonjour à nos amis téléspectateurs. Voilà, nous allons au cours de cette causerie matinale analyser fondamentalement la décision de la Sénat au sujet donc de l'interprétation de l'article 242 du nouveau code électoral. Et alors, pour permettre à tous les téléspectateurs de bien comprendre ce de quoi nous allons parler, je vais donner lecture de l'article 1er de cette décision. Ensuite, on reviendra sur l'article suivant. Article 1er, conformément aux dispositions de l'article 242 de la loi numéro 2018-31 du 9 octobre 2018 portant code électoral en République du Bénin, sont éligibles à l'attribution et à la répartition des sièges à la ligne, soit les listes ayant recueilli au moins 10% des suffrages valablement exprimés au plan national lorsque leur nombre est supérieur ou égal à 4, soit les 4 listes ayant recueilli le plus grand nombre de suffrages valablement exprimés au plan national lorsque ces listes ayant recueilli au moins 10% de ces suffrages sont inférieures à 4, soit toutes les listes admises à concourir lorsqu'aucune d'elles n'a recueilli au moins 10% des suffrages valablement exprimés au plan national. Et c'est le premier article. Jean-Del Etienne Glessoubé, que comprendre exactement de cette décision de la Sénat? Non, je pense que le législateur béninois a fait son travail en nous dotant d'un nouveau code électoral. Et pour le jeu, nous avions la Sénat et puis la Cour constitutionnelle. Et du coup, la Sénat vient de jouer son rôle. Mais pour ma part, la Sénat est restée dans la logique de la réforme du système partisan. Parce qu'on dit, pour participer à la répartition des sièges, il faut d'abord avoir 10% au plan national. Ça veut dire que c'est les partis qui ont une envergure nationale qui auront le droit de participer à la répartition dans les différentes circonscriptions électorales. Bon, on ne le faisait pas le passé. Quand nous prenons les élections communales et locales, on appliquait les 10%. Lorsque dans ta zone, tu n'as pas... Je me rappelle qu'en 2008, il y avait des partis qui avaient 9, et quelques pourcentages, mais qui n'ont pas réussi à avoir un seul élu communal. Et du coup, aujourd'hui, si on veut généraliser cela, c'est une très bonne chose. La Sénat a essayé, en même temps, de mettre les partis politiques, c'est-à-dire au même niveau d'information, puisqu'il y en a qui faisaient une interprétation un peu ambiguë de cet article-là. Je pense que maintenant, ils sont tous fixés sur le sort. C'est bien de comprendre les critères du jeu avant même que le jeu ne démarre. Bienvenue à Gbassagan. Que comprendre de cette décision de la Sénat? Voilà, il faudrait dire que c'est d'abord un article cryptique, c'est un article dont la compréhension elle est douteuse, il faudra le préciser. Et donc, lorsque nous prenons cette disposition, c'est une disposition à 3 paires de manches. À 3 paires de manches en réalité, parce que lorsque vous prenez la première partie, on parle de ceux qui ont 10% de suffrage valablement exprimé. Et à partir de cet instant, il faudrait que cela soit supérieur ou égal à 4. Et donc, c'est lorsque votre liste arrive à avoir ce pourcentage-là, que vous pouvez concourir non seulement à l'attribution des sièges et aussi à la répartition. Donc, c'est deux actions qui sont là. Mais on dit, lorsque nous nous retrouvons donc en cas de, lorsque les partis n'ont pas pu avoir les 10% et que nous avons moins de 4, à partir de cet instant-là, il y a 4 listes alors qui vont concourir. Maintenant, on dit, dans ce cas où ces conditions ne seront pas remplies, toutes les listes maintenant vont participer à cela. C'est vrai que dans cette disposition, on peut noter une certaine discrimination. Et cette discrimination, j'attends la Cour constitutionnelle là-dessus. J'attends la Cour constitutionnelle sur sa réponse. Parce que le fait de pouvoir donc exclure certains partis politiques à la répartition des sièges, or eux aussi, ils ont concouru avec cette marge que la loi affiché, c'est seulement il doit avoir une intention législative qu'il faudrait voir. Oui, c'est vrai que est-ce que c'est la Sénat qui exclut ou bien c'est la loi?
dès Non, le mais début. c'est là le problème. Parce C'est que les pourquoi j'ai critères parlé étaient de... clairs au début. Oui, Les j'ai dit que 10%, c'est un c'était test connu énigmatique. C'est un test énigmatique en la matière. C'est vrai que la compréhension de cette disposition n'est pas aisée. Il faudra le dire. Parce que quand vous prenez les différents éléments et que vous faites les différentes répartitions et que vous analysez très bien, vous allez constater qu'il y a quelque chose qui croche. Et donc, puisque la loi, c'est une œuvre humaine et que toute œuvre humaine n'est pas faite, à partir de cet instant-là, on attend la Cour constitutionnelle sur cette disposition. C'est vrai que la Sénat n'a pas, je dirais, le dernier mot en matière d'élection. C'est vrai que la Sénat est là pour l'organisation de l'élection et donc pour pouvoir nous dire comment nous pouvons repartir. Mais la dernière décision, ça vient à la Cour constitutionnelle. Et puisque je sais qu'aujourd'hui, la Cour constitutionnelle est saisie par rapport à cette question, parce que j'ai lu une requête de Nouroudine Sakassale qui parlait aussi de cette discrimination. C'est vrai que ça peut arriver, mais seule la Cour peut nous fixer sur cette discrimination-là. Le Zongbogbo, votre lecture de cette disposition de la Sénat? Vous savez, la Sénat vient de faire son job, comme j'aime à le dire souvent, parce que les acteurs politiques de toutes tendances confondues étaient dans l'ambiguïté d'une compréhension de ce que c'est le contenu de cet article. Vous voyez, autant de la mouvance que de l'opposition, chacun donnait l'interprétation qui allait en sa faveur. Donc, les acteurs politiques ont à un moment donné voulu demander à la haute juridiction de leur expliquer, à la Sénat de leur expliquer, et la Sénat étant chargée d'organiser les élections a essayé de faire cours pour nous expliquer ce qu'elle comprend de cet article, ou ce que les acteurs politiques devaient comprendre de cet article. En fait, en la vérité, si on fait attention, l'article ne cause pas problème, mais c'est la compréhension que chacun a de l'article qui cause problème. Autant de la mouvance que de l'opposition. Quand vous voyez les acteurs politiques qui sont en adversité avec le pouvoir en place, comprennent l'article 242 selon eux. C'est comme dit l'évangile, quoi. Chacun dit selon notre compréhension, voilà ce que nous pensons de cet article. Et au côté de la mouvance, les gens aussi comprennent l'article de leur côté. Sinon, en réalité, j'ai fait bien quelques observations de mon frère tout à l'heure, parce que pour concourir au siège, à la répartition des sièges, il faut que les partis politiques, la liste des partis politiques ait au moins, il faut qu'au moins 4 listes qui aient obtenu le suffrage exprimé, 10% du suffrage national valablement exprimé. Parce que les mots sont précis là. Valablement exprimé au plan national. Mais s'ils n'atteignent pas 4, il y a un troisième qu'on peut repêcher. Voilà. C'est au niveau du thème. Est-ce qu'il faut y repêcher? Est-ce qu'il faut chercher nos thèmes? Les acteurs politiques, on commence par se diviser. Oui, mais lorsque la Sénat dit soit, ça veut dire que s'ils n'atteignent pas 4, on laisse alors cette possibilité et on passe à une autre alternative. C'est clair. La possibilité là, c'est que si vous êtes 3, s'ils sont 3 partis politiques maintenant à ne qu'avoir que 10%, il y a un troisième parti politique qu'on repêche pour venir concourir maintenant pour qu'il fasse 4. Parce que si vous lisez l'article, un troisième qui aurait pu avoir le fort proche des 10%. Parce qu'il faut les deux articles. Il faut les articles d'abord, globalement, pour comprendre, et lire les deux articles. Les deux alinéas. C'est-à-dire l'alinéa 2 et 3. De la Sénat, pour pouvoir entrer dans l'économie de ce que le législateur voulait nous dire et ce que la Sénat a tenté d'expliquer. En vérité, vous allez constater avec moi que depuis que la Sénat a tenté d'expliquer cet article, il n'y a plus de remous. Non mais attention, quand on parlait de ça, j'en doute fort, parce que cette interprétation de la Sénat, c'est vrai. Lorsque vous prenez, tout à l'heure, vous êtes en train de dire qu'il n'y a aucune difficulté de compréhension de cette loi-là. Moi je dis, lorsqu'une loi est objecte du moins à l'interprétation, à partir de cet instant, il faut douter en réalité, parce que quand vous prenez les dispositions et que ces dispositions ne sont pas précises, ne sont ni précises ni concises, à partir de cet instant-là, il y a un doute qui plane là-dessus. Et donc, lorsque nous prenons cette disposition et que ça donne lieu à interprétation, le seul organe qui peut nous fixer là-dessus, c'est la Cour constitutionnelle. C'est vrai que la Sénat, dans son action, est en train d'accomplir le rôle qui lui revient. Mais en réalité, avant qu'on ne soit mieux élucidé sur la question, il faudrait que la Cour constitutionnelle se prononce et que c'est ça là que tout le monde suivra. J'entends ce que vous avez dit et je l'entends parfaitement. Au fait, c'est vrai, un article ne doit pas porter objet
doit pas être objet de controverse et de confusion. Oui. Je l'entends. Mais je vous ai dit qu'à la vérité, les acteurs politiques jouent un jeu que vous autres ou nous autres n'arrivons pas à comprendre. Chacun donne l'explication selon son humeur ou selon comment il s'est réveillé dans la journée. Et c'est pourquoi la Sénat a essayé, autant que se peut, de nous expliquer le contenu de cet article. Et je vous dis, et je veux que vous me donnez acte, que depuis que la Sénat a essayé d'expliquer cet article, vous n'avez plus entendu les acteurs politiques continuer de gronder. C'est vrai que ça chuchote à l'interne, mais personne n'a encore eu le courage de sortir officiellement pour dire non, nous rejetons avec la dernière énergie cette explication de la Sénat parce que cela aurait été contraire au contenu de la loi. Et voyez-vous, les acteurs politiques voulaient lever l'équivoque, lever l'indétermination sur un certain nombre d'ombres et de lumière qu'ils ont de cet article. Je crois que la Sénat l'a fait. Maintenant, pendant la répartition, s'ils estiment lésés, ils reviennent à la Cour constitutionnelle de dire le dernier mot. D'accord. Jean-Del Glessougbe, la Sénat a-t-elle mis fin aux polémiques? Non, est-ce qu'il y avait polémique même au départ? Il n'y en avait pas. Il y a la loi, l'esprit de la loi. Lorsqu'on dit on entre ici à 8 heures, je peux comprendre qu'on est ici à 8h00. Comme d'autres personnes me diront, c'est non, quand on dit 8 heures, il faut être là après 8 heures et là le jeu est clos. Donc chacun a l'interprétation, chacun donne l'interprétation de la loi. Mais l'article même est clair dans son libellé. Qui sont ceux qui criaient aux voleurs? Mais lorsqu'on dit il faut avoir 10% de suffrage au plan national pour un parti sérieux, valablement exprimé. Est-ce que ça pose un problème? Oui, mais nous avions 77 communes au Bénin. Et lorsque vous aviez des militants dans toutes ces communes-là, et lorsque vous êtes convaincus de la cause que vous défendez, est-ce que vous aviez de problème à obtenir 10% de suffrage? C'est pourquoi je dis, ceux qui crient, est-ce que c'est ceux qui sont confiants qu'ils peuvent aller à la bataille et gagner? Ce n'est pas ceux-là. Et donc, du coup, pour moi, ceux qui crient depuis, c'est ceux-là qui se disent, mais 10% c'est trop. Parce que nous, on n'avait pas des partis, on avait des clubs électoraux. Et dans d'autres, c'est-à-dire quand on prend un arrondissement, est-ce que vous savez que dans ce pays, on a des députés d'arrondissement? Des gens qui sont élus grâce uniquement à la popularité d'un seul arrondissement. Justement, et donc du coup, aujourd'hui, si on demande au parti d'avoir 10%, est-ce qu'il y a problème? La loi, ceux qui disent, ceux qui parlent d'interprétation, il faut les écouter. Hein. Leur problème, ce n'est pas la clé de répartition. Hein. C'est que s'ils avaient la possibilité de rejeter les 10%, ils allaient le faire. Mais comme ils n'ont pas pu, alors il faut alors créer de la psychose pour dire, là où on nous amène là, c'est à l'abattoir. La Sénat, aujourd'hui, c'est parce qu'elle se trouve dans son rôle, parce qu'il revient à la Sénat de donner les grandes tendances. Et du coup, pour que les gens ne lui prêtent pas d'intention, la Sénat dit, voilà comment moi, je vais calculer. Oui, si mais vous voulez me suivre, vous me suivez dans ma logique. Oui, mais Jean-Del Glessougbe, lorsque vous faites ce développement, c'est vrai que tout à l'heure, Eloge Zongbugbo a fait une démonstration. Si, par exemple, on n'avait pas pu obtenir 4 partis qui ont pu avoir 10% au plan national, et que ces 3, par exemple, on aurait pu aller chercher un 4e qui avait peut-être 9%, 8%, je ne sais pas. Mais lorsqu'on lit un peu cette décision de la Sénat, on se pose des questions sur cette analyse. Puisque la Sénat a dit, soit les listes ayant recueilli au moins 10% des suffrages valablement exprimés au plan national lorsque leur nombre est supérieur ou égal à 4. Ça veut dire, et le deuxième paragraphe dit, soit les 4 listes ayant recueilli le plus grand nombre de suffrages valablement exprimés au plan national lorsque le nombre de ces listes ayant recueilli au moins 10% est inférieur à 4. Voilà, ça veut dire que si on n'a pas eu 4, alors on prend les 4 premiers alors. Oui, exactement. Et dans les 4, c'est dit. Si vous et dans les 4 premiers, vous aurez 3 peut-être qui ont eu 10% et le 4e qui n'a pas eu 10% qui est repêché pour faire l'opération. Mais à l'école, il y a 10e et 10e et c'est quoi? Il n'y a pas de débat en la matière. On sait directement celui qui vient après, non? Oui, mais bienvenue. Où se trouve alors la polémique finalement? Attention à ces différentes dispositions. Je l'ai dit. C'est vrai que je suis allé un peu en anglais tout à l'heure en vous parlant d'object. Et c'est que ce qu'il faudrait dire, c'est que quand vous prenez cette disposition-là, et que vous lisez très bien, tel que vous l'avez fait là,
il y a quelque chose qui croche. Quand on parle à un moment donné au deuxième alinéa, que c'est 4 listes du moins qui seront prises en compte pour pouvoir donc participer, c'est-à-dire l'attribution et la répartition des sièges. Où sont les autres partis politiques? Parce qu'on a dit si les suffrages exprimés sont inférieurs, à 10, ce qui ont obtenu 10% sont inférieurs à 4. À partir de cet instant, si les partis politiques qui n'ont pas eu 10% sont inférieurs à 4, on va prendre seulement 4 listes. Attention. Non, mais attendez, il y a le dernier paragraphe. Oui, Soit toutes les listes admises à concourir lorsqu'aucune d'elles n'a réussi à avoir 10% des suffrages valablement exprimés. Lorsque les 2 premières conditions ne sont pas remplies, à partir de cet instant, ce sont toutes les listes qui vont rentrer dans le jeu. C'est ce que je suis en train de faire comprendre. Mais alors, d'où alors votre analyse ne tiendrait plus alors? En fait, au départ, c'est-à-dire que là où le problème se trouve, c'est au niveau des 10%. C'est au niveau du deuxième alinéa. Est-ce que vous comprenez? Lorsqu'on a parlé seulement de 4 listes, c'est ça là qui crée le problème. Les gens se demandent en réalité comment on peut autoriser seulement lorsqu'on est inférieur à 4, c'est-à-dire le pourcentage, ceux qui ont 10% sont inférieurs à 4, on devrait faire participer tout le monde. C'est ça. Maintenant, voilà les 2 conditions. Mais c'est bien, en tout cas c'est bien, c'est de bonne guerre. C'est ce que je dis. Parce que ça permet, qu'elle l'a dit Gressougbé tout à l'heure, ça permet donc de lutter contre le système partisan. C'est vrai. En fait, c'est une loi. Même si quelqu'un ne veut pas, on doit interpréter la loi. Mais moi, je dis une chose, c'est-à-dire que l'organe qui doit nous fixer, il faudrait aller sur ce terrain-là pour faire taire les polémiques. Si nous ne faisons pas cela, les gens, même après l'élection, seront en train de se targuer de cette disposition-là pour dire telle chose, il y a telle discrimination, il y a telle... C'est vrai que je les suis très bien, j'accepte, je concède qu'ils parlent de discrimination. Mais la Cour constitutionnelle, je suis sûr que la Cour constitutionnelle n'ira pas à l'antipode de ce que la Sénat a dit. Je vous assure tout. Parce que même si on dit que cette disposition est claire, sincèrement, il faut à des moments donnés, parce que bien faire le calcul, sinon vous allez entrer dans le jeu et après vous n'allez pas comprendre ce qui s'est passé. Le Jason Boubou, que pourrait décider et que pourrait dire la Cour? En fait, la Cour a déjà dit son mot. C'est pourquoi, oui. Parce qu'elle a déjà déclaré conforme à la Constitution. Oui. Non, la loi ou bien l'article. Attention. S'il vous plaît. Attention. S'il vous plaît. On peut déclarer une loi conforme à la Constitution et que certaines dispositions peuvent faire l'objet on l'a vu dans la loi portant création de la criette. Voilà, de la criette. Voilà. J'en viens. La Cour, je dis bien, la Cour constitutionnelle a déjà dit son mot. Elle a déclaré conforme à la Constitution en tous ses articles. En tous ses articles. Et allez lire sa décision. La loi portant chaque des partis code électoral. L'article 242. D'accord, est dans le code électoral. C'est dans le code électoral. Voilà. Maintenant, quand le contentieux sera né. Le contentieux est déjà... Non, pas encore. Nous ne sommes pas encore dans le contentieux électoral. Non, je ne parle pas du contentieux électoral. Je ne parle pas du contentieux électoral. Attention. Parce qu'aujourd'hui, s'il y a un problème d'interprétation, c'est une genèse du contentieux. C'est une genèse du contentieux électoral. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Il y a un différent né de l'interprétation, mais il n'y a pas encore contentieux. C'est ce que je dis. D'accord. Je l'entends avec vous et je l'accepte ainsi, pour que la compréhension soit claire et limpide dans la tête de chacun de nous et de ceux qui nous suivent. Donc, quand le contentieux électoral serait là, la Cour constitutionnelle pourrait maintenant nous fixer davantage sur l'interprétation que nous devons avoir tous de cet article. D'accord? Et pour moi, le débat est clos. Mais je vais revenir sur cette affaire de discrimination. Qu'appelons-nous discrimination? Parce que d'abord, toute élection est une discrimination. Pourquoi on n'a pas voulu que ça soit bienvenu qu'il aille aux élections que c'est moi? Pourquoi avoir déposé un dossier si c'est que ce n'est pas discriminatoire? Là, c'est une discrimination positive. Quand on parle de discrimination, et ça, c'est le contenu qu'ils y mettent. Quand on vous dit de payer une caution, c'est d'abord une forme de discrimination. Donc, ceux qui parlent, c'est parce qu'ils savent que le peuple n'a pas de mémoire, le peuple n'a pas souvent de raison et là que d'émotions qu'on arrive à distribuer quelques petits adjectifs dans la tête de la population pour nous endormir ou pour réveiller quelques camps. Je pense que les acteurs politiques doivent faire preuve d'éducation vis-à-vis du peuple et dans leur élément de langage doivent préserver davantage la paix que de souffler un peu sur la braise
de la violence Qu'est-ce et que vous de appelez la paix à ces hommes politiques? Il faudrait le dire. Parce que moi, je sais que la politique, c'est la religion de la lâcheté, de la trahison et de l'hypocrisie. Bon, d'accord. On n'est pas en cours sur la politique. On n'est pas en cours de politologie. Je regrette, allez lire Aristote. D'accord. Allez lire Aristote, c'est pas ça la politique. On va Allez remettre lire de l'ordre dans tout Aristote. ça. Merci beaucoup. On va remettre de l'ordre dans tout ça. Je propose qu'on aille un peu au-delà de cet article premier de la décision de la Sénat. Et il faut le rappeler, cette décision date du 8 février. Nous sommes aujourd'hui le 14. Alors, dans l'article premier, on a constaté tout à l'heure qu'on a parlé des listes éligibles, c'est-à-dire des listes capables d'avoir un siège. Mais dans l'article 2, on est allé maintenant dans chaque circonscription électorale. Et je cite, dans chaque circonscription électorale, les sièges sont répartis entre les listes éligibles à l'attribution selon la méthode du quotient électoral, et suivant la règle de la plus forte moyenne pour ce qui concerne les sièges restant à pourvoir. Le quotient électoral d'une circonscription est obtenu en divisant le nombre des suffrages valablement exprimés obtenus par toutes les listes en compétition par le nombre de sièges à y pourvoir. Le nombre de suffrages obtenus par chaque liste éligible est divisé par le quotient électoral et le résultat obtenu donne le nombre de sièges à obtenir par chaque liste. Et puis, les sièges restants que la méthode du quotient électoral n'a pas permis de répartir sont attribués l'un après l'autre entre les listes éligibles suivant la règle de la plus forte moyenne. Jean-Del Etienne Guessoubé, est-ce que c'est suffisamment clair? Mais je pense que là, c'est clair. Là, il n'y a aucune modification. Il n'y a pas de doute. Non, mais c'est ce qui se passait. La seule différence, c'est que avant d'arriver à ce niveau, il faut d'abord avoir 10% de suffrage exprimé au plan national. C'est-à-dire, c'est quand tu passes du CI au CP que maintenant, bon, tu peux espérer avoir, c'est-à-dire participer maintenant à la répartition dans ta circonscription électorale. Et le problème, c'est d'abord au plan national. Mais il n'y a pas de problème. Je voudrais inviter les hommes politiques à aller sur le terrain pour aller travailler. Au lieu d'écrire des recours par-ci, par-là, ce n'est pas les recours qui vont voter pour eux. C'est leur droit. C'est l'arme juridique. Non, écoutez. Lorsqu'on vote une loi et que depuis des mois, vous vous taisez, et que c'est aujourd'hui que vous estimez encore des députés à l'Assemblée qui ont de la peine à expliquer la loi, ils me diront peut-être qu'ils n'ont pas voté. Mais au lendemain, pourquoi ils ne sont pas montés au créneau pour dire « Ah, voilà, ils nous ont embarqué quelque part, mais on n'a pas compris. » C'est la preuve de l'incurie de ces Mais ils sont complices. Donc je dis, ça, c'est un débat qui ne devrait même pas exister. Maintenant, la Sénat a fait une clarification. C'est vrai, la Cour aussi peut en même temps statuer avant le jeu électoral. Oui, parce qu'il y a tout le monde, justement, d'abord. Il y a une saisine d'abord. La Cour peut renvoyer le requérant donc à cette disposition qui déclarait, à son arrêt qui faisait comprendre, à cette décision qui faisait comprendre que les différents articles de cette loi-là sont conformes à la Constitution. Mais lorsque la personne a saisi la Cour, c'est à la Cour de recevoir d'abord sa demande ou bien de rejeter. La Cour va se prononcer là-dessus d'abord. J'espère que je ne dis pas le contraire. Mais ce n'est pas une obligation pour la Cour de répondre. Parce qu'en la matière, non. Qui organise les élections? C'est la Sénat. La Sénat nous donne les grandes tendances. Je n'en discute pas. Donc, lorsque la Cour est saisie d'une requête, la Cour doit répondre à la requête. Soit elle rejette la requête, soit elle accepte avant de se préciser, de se prononcer sur le fond, en réalité, parce que c'est une question de procédure. Du point de vue procédural, la Cour, lorsque une demande, elle est faite devant la Cour accepte, soit la Cour rejette, selon les différents... Mais est-ce qu'à la date d'aujourd'hui, est-ce que le peuple béninois, c'est de ça que le peuple a besoin? Mais non, le peuple a besoin... Ceux qui saisissent, c'est ceux dont eux, ils ont besoin. C'est de ça, ils ont besoin pour aller aux élections, pour pouvoir gagner les élections. Ils ne se soucient pas en réalité du peuple. Tel que le confrère l'a dit tout à l'heure, ils veulent abuser de l'immaturité du peuple béninois. C'est ce qu'il faudrait dire en réalité. Très bien, oui. Quand on parle de ces hommes politiques, oui. Vous voyez, quand on dit saisie, je dis d'accord, il y a discrimination. Moi-même, je soutiens cet argumentaire-là. Mais ce que je sais, c'est que la Cour va les dissiper. Et la Cour l'a déjà fait. Elle a parlé tout à l'heure de cette Cour-là, justement. Quelles sont vos attentes? C'est vrai qu'elle a été saisie, la Cour constitutionnelle. Oui. Alors, vous avez dit tout à l'heure qu'elle va se prononcer, mais qu'attendez-vous réellement de la Cour? Une autre décision que celle de la Sénat? Non, plus d'explications.
qui vient entériner ce que la Sénat a dit. Parce que c'est une bonne disposition dans une république où chacun veut montrer que c'est-à-dire on reste dans un arrondissement pour se faire élire député. C'est grave. Parce que vous n'avez pas, parce que le mandat que vous avez, vous devez rendre compte au peuple. Dites-moi, combien de députés béninois vont rendre compte au peuple, au bas peuple, le peuple qui les avait fait monter, qui les avait élus. C'est des choses qu'il faudrait donc mettre fin à ces genre de choses-là aujourd'hui pour que nous puissions savoir que, puisque nous sommes dans la rupture, il faudrait dire, donc c'est une rupture de ces genre de pratiques-là. Très bien. Le Zongobo, de cet article, tout porte à croire qu'on aura 4 sièges, 4 partis plutôt, à l'Assemblée nationale. Cet article, ou bien le code électoral, est en conformité avec l'esprit et le contenu de la charte des partis politiques. À 65%, quand les Béninois votaient pour Patrice Talon, qui a dit je veux faire de mon mandat un mandat de réforme, tout ça, c'est cela. C'est à ce à quoi nous devons nous en tenir, nous attendre. Le monsieur estime, et comme l'a dit mes amis sur le plateau, bienvenue et M. Glessoubi, c'est qu'on n'avait pas véritablement de parti politique. Ce sont des creux électoraux. Donc, pour clarifier le paysage politique, pour qu'on ait de grands ensembles qui répondent véritablement au contenu de ce qu'est un parti politique, on a voulu, comme dans les grandes démocraties en France, vous avez vu parfois Marie Le Pen faire de grands scores au niveau de la présidentielle, mais a des difficultés de se faire représenter au niveau de la Sénat ou de l'Assemblée nationale. Donc, c'est un peu à ça qu'on veut venir. Et au Parlement, vous avez de grands groupes qui animent véritablement l'activité politique parlementaire. Est-ce que ça ne veut pas dire le monopole de l'Assemblée nationale? Qu'est-ce que vous appelez monopole? C'est aussi une élection du mercantilisme politique. Non. Quand vous parlez de monopole, c'est-à-dire que le parti qui se fait, qui a plus de majorité là-bas, mais est-ce que ça serait seulement le parti du pouvoir en place? C'est ce qu'il faudrait aussi voir. C'est vrai que lorsque nous allons faire une caricature... Non, là n'est pas vraiment si le peuple donne le suffrage à oui, c'est ce que je suis en train de dire. En fait, on ne peut pas douter du fait que... Parce que, si je comprends bien votre question, c'est comme s'il aurait à un moment donné une majorité mécanique. C'est ce que vous êtes en train de dire. Non, je n'ai pas employé ces mots. Non. C'est comme si, j'ai dit, c'est comme si il aura cela. Mais sincèrement, quand c'est un grand ensemble qui est élu là-bas, eux aussi, ils savent ce que le peuple leur demande. Aujourd'hui, chacun saura sa responsabilité dans un parlement. Je voudrais que le termine. Donc, je vous disais, on aura de grands groupes à l'Assemblée nationale qui ne seront pas dans des jeux de couloirs, qui ne vont pas vendre des sièges, tout troquer leurs sièges contre du lucre en nous votant des lois qui, ma foi, n'ont pas de tête, n'ont pas de nord, n'ont pas d'orient, n'ont pas d'occident. Donc, je crois que ça va être un peu plus élaboré, on aura de grands... Et c'est ce à quoi nous voulons venir. J'invite, pour ma part, les partis qui déjà transpirent comme des chaudrons, ou les acteurs politiques qui transpirent comme des chaudrons, parce qu'ils espèrent eux pensent ne pas avoir les 10%, d'aller déjà sur le terrain, de commencer par faire le travail de terrain pour arriver à combler le vide qu'ils ont, au risque de ne pas être surpris le soir des élections à pleurer dans leur maison. Donc, il vaut mieux aller sur le terrain travailler aujourd'hui que de faire des conférences de presse, que de dénoncer des choses. Mais attention, tout à l'heure, j'ai suivi mes amis qui ont fait une guerre entre eux pour dire, mais pourquoi ils sont en train de former des recours devant la Cour constitutionnelle et autres? Oui, ça enrichit la doctrine. Pour nous autres qui voulons étudier peut-être du droit, la doctrine sera nourrie. Pour nos jeunes frères qui viendront, la doctrine sera nourrie. On saura que en son temps, pour telle chose, des requérants, c'est la Cour. Moi, j'attends plus d'explications de la Cour. Moi, je veux même qu'ils puissent multiplier, comme ils le souhaitent, de recours pour nourrir et enrichir la doctrine. Mais celui qui a, vous avez cité le nom d'un ami, un brillant juriste aussi, qui a saisi la Cour constitutionnelle ces derniers temps, qui sait bien que son recours ne pourra pas prospérer pour cause d'irrecevabilité. La Cour ne se prononcera que sur la décision à l'étape actuelle que si les droits de l'homme
sont violés. Et il le sait, mais tout ça, c'est le pour jeu distraire. du juriste en réalité. C'est pour C'est le distraire. juriste que nous sommes en réalité. Oui. Vous voyez aussi, c'est là quand le juriste verse dans la politique, ça devient autre chose. Il faudrait dire, il faut savoir faire la part des choses. Très bien. C'est vrai que les D'accord. juristes On- doivent travailler au oui. service de la politique, mais dans de bons sens. On reviendra après pour analyser la décision de la Cour. Jean-Del Glessougbe, votre opinion sur la question? Non, je pense que la Cour, c'est un recours, c'est-à-dire ces décisions sont sans recours du moins. Et c'est en cela que je pense qu'il est important qu'avant même le jeu, si la Cour peut se prononcer, ce serait bien. La Cour peut se prononcer sur la décision de la Sénat pour dire, voilà, nous avions la même compréhension. Et quand vous écoutez bien, les députés qui ont porté ce projet, mais l'explication qu'ils donnaient, il n'y a pas une différence entre ce qu'ils disaient et ce que la Sénat nous a donné. C'est la même explication. Ça veut dire que l'esprit est resté le même. C'est ceux qui n'étaient pas dans cet esprit de la réforme du système partisan et qui veulent toujours aller à l'émiettement des voix, qui n'ont pas compris. D'accord. Maintenant, avec la discrimination de la loi de la majorité, tu as dit, bon, on fonce. Parce que si le peuple estime que nous accordons notre suffrage à 4 partis politiques, on fait avec. Et le Bénin aujourd'hui est dans une dynamique. Il faut continuer et aller jusqu'au bout. Très bien. On va évoluer dans la causerie de ce matin avec un sujet qui pourrait aussi beaucoup vous plaire. On va parler de l'affaire ICC Service avec la sortie lundi dernier du procureur spécial près de la Criette, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Le procureur spécial Gilbert Ogbono qui est monté au créneau et qui a annoncé qu'ils vont saisir les juridictions compétentes afin qu'on puisse écouter aussi les dirigeants de l'époque. On se souvient qu'au temps de l'éclatement de cette affaire de ICC Service, c'était notamment le président de la République, Boni Yayi, qui était aux affaires avec ses cadres. Eloge Zongbobo, est-ce qu'on sera obligé d'interpeller l'ancien chef d'État? Vous me posez une grosse question. Oui. En effet, pour être sincère, oui, c'est possible. Mais est-ce que ça va prospérer? C'est encore notre débat. Parce que M. Boni Yayi est justiciable de la haute de justice. Et la procédure pour faire passer quelqu'un à la haute cour de justice est si complexe, compliquée, politique, que au bout du rouleau, ça peut ne pas prospérer. Mais pour l'honneur, même s'il n'était pas traduit devant la juridiction, au lieu de faire ses sorties, encore que il est libre de sortir et de faire ce qu'il veut en tant que citoyen, M. Boni Yayi pouvait compatir à la douleur de cette population, tout au moins comme il a pu faire sur son compte Facebook 2 fois déjà, en nous gavant de honte par rapport à la République, de nous dire, oui, en montant, j'avais promis, il n'avait pas d'indemnisation, de dédommagement, remboursement des pendant ces moments de douleur, pouvait avoir des mots généreux, aimables, aimants envers la population, au lieu de faire son footing comme il nous a donné l'habitude de constater ces derniers temps. Mais c'est quoi vraiment la procédure pour passer? Parce que quand j'ai dit que c'est complexe, peut-être qu'on peut ne pas comprendre. C'est quoi la procédure? D'abord, il faut que attendez d'abord. Ce que je dois encore dire quelque part là, c'est que quand on a fini l'acte 1, le volet numéro 1 du policier de service en condamnant les chefs Benou et consorts, il faut pouvoir, pour faire preuve d'exemplarité, à traduire devant la juridiction, les hauts cadres qui n'ont pas pu à un moment donné protéger le peuple ou qui ont porté main forte ou ont aidé d'une manière ou d'une autre les initiateurs de ICC Service à prospérer. Ne pas le faire, ça aurait été injuste. Ne pas le faire, c'est que le procès ICC Service n'aurait pas comblé véritablement les attentes. D'accord. Parce qu'aujourd'hui, on a condamné les autres. Et pourquoi ceux qui étaient aux affaires, pourquoi ne pas les condamner? Pourquoi ne pas, du moins, les écouter? Pourquoi ne pas les traduire en justice pour qu'ils puissent répondre de leurs responsabilités? Donc, obligatoirement, il faut le faire. Le troisième volet, c'est que
il faut nécessairement ramener le civisme à l'école, la morale à l'école, apprendre à nos, pas à l'école nécessairement, même dans les marchés, apprendre aux Béninois de revenir à lui-même. Parce que nous l'avons dit ici la semaine dernière, le Béninois perd ses repères devant l'argent, qu'il soit intellectuel, qu'il soit ou non. Très bien. On va revenir à vous tout à l'heure pour les procédures. Voilà, bienvenue à Gbassagan. Vous savez, Eloge, tout ce que vous étiez en train de dire tout à l'heure me faisait marrer. Parce qu'il faudrait le dire. Quand vous parlez de l'affaire d'abord ICC Service, c'est une affaire, je vais emprunter quelques mots de Maître Alain Aron là, une affaire congénitale, viscérale. Moi je dirais que c'est une affaire congénitale d'abord, viscéralement, qui a reçu la caution morale des hommes politiques de ce pays. Il faudra le dire. C'est vrai que quand, dans une affaire, même si on vous a élu chef quartier et que quelqu'un amène un projet et on vous voit juste à côté, pas en tant que, c'est-à-dire pas en qualité de chef quartier, vous savez ce que ça fait? C'est une garantie, c'est une sûreté pour le citoyen que nous sommes. Et donc, puisque les avocats de l'État béninois ont parlé du caractère détachable, à partir de cet instant, ceux qui ont été au pouvoir à cette époque-là doivent être devant la justice. On doit les poursuivre devant la justice pour que ces gens-là puissent s'expliquer. Je ne dis pas aujourd'hui qu'il y a Ebony, un suppôt de Satan. Je dis non. Mais le denier de la veuve, comment cela a été exploité jusque-là? C'est des choses qu'il faudrait savoir. Comment le président de la République, parce que son nom a été cité à cette époque-là, comment ce président de l'époque s'est retrouvé aux côtés de ces gens avec l'autorité, l'onction politique que lui, il a. Qu'est-ce qui s'était passé réellement? Et donc aujourd'hui, lorsque Eloge me parlait de la procédure, c'est vrai qu'on sait que lorsqu'on veut traduire les autorités politiques devant la haute cour de justice, c'est tout un chemin, c'est tout un parcours de combattants. On va et donc, tout à l'heure pour, ce qu'il faudrait dire, je vous l'ai dit dans cette affaire, qu'il faudrait nécessairement qu'à la volonté judiciaire, que la volonté politique succède à cela pour la réussite, pour qu'on puisse avoir l'éclaircissement dans cette affaire. Je voudrais aussi prendre l'avis de Jean-Del sur cette même question. Doit-on écouter l'ancien chef d'État? Je pense que le procureur spécial a écouté mon cri de cœur, parce que je l'avais dit par ici qu'il est important que M. Boni Yayi puisse s'expliquer. Parce que même au-delà de tout ce qu'on a entendu au cours du procès, j'ai vu l'ancien président Boni Yayi qui a reçu, au moins en audience une fois, les promoteurs de ces services. En tant que citoyen, je l'ai vu à la télé. J'ai vu des photos accrochées dans les directions de ces services où Boni Yayi était en campagne de ces promoteurs-là. Au moins, voilà deux faits qui, en tant que citoyen, me rassurent que l'État, parce que pendant au moins 10 ans, l'État béninois a été représenté par un homme. Et sa présence aux côtés de ceux-là, c'était une garantie pour le citoyen. Mais voilà qu'en plus de tout ça, au cours du procès, est-ce qu'il y a un seul jour où on n'a pas cité le nom du président Boni Yayi? Durant tout ce procès-là, il n'y a pas. Et donc, même au-delà de l'interprétation, j'avais dit ici qu'il était important, urgent, indispensable, très crucial, que même de façon très indépendante, qu'il puisse dire à ces femmes-là, à qui il ne rate aucune occasion de démontrer son amour, pour leur dire, voilà réellement ce qui s'est passé. Lorsqu'on doit écouter 2 sons de cloche et qu'on n'écoute qu'un seul son, ça devient une parole d'évangile. Aujourd'hui, le peuple a soif d'entendre la version du président Boni Yayi. Est-ce que réellement il était au courant? Est-ce que réellement il était impliqué? Et ça, c'est très indispensable. Et ceux qui l'entourent et lui-même devront comprendre que le peuple attend cela. En voulant l'interpeller, c'est un service énorme que la justice est en train de lui rendre. Et il doit s'empresser. Pour se disculper. En même temps, c'est-à-dire c'est une grâce, quoi, qu'on lui offre l'opportunité d'aller se dédouaner. Parce que lorsque, c'est-à-dire, jusqu'au dernier jour, il ne s'explique pas, ça veut dire qu'il est toujours impliqué d'une manière ou d'une autre. Même s'il n'est pas reconnu coupable. Même s'il n'est pas reconnu coupable. Parce que maintenant, personne ne pourra ôter de ma tête
que le président Boni Yayi n'est pas impliqué. Je dis, moi je l'ai vu aux côtés des promoteurs. Non, mais c'est pas coupable. Ça, c'est votre avis. J'ai dit impliqué. Ça, mais être impliqué, c'est être au courant. Et j'ai vu qu'il a reçu les promoteurs. J'ai vu sa photo aux côtés des promoteurs. Vous savez dans quel esprit il a reçu les promoteurs. Bon, on me dira, c'est en qualité. Voilà. C'est pourquoi il faut détacher cela de sa fonction. Il faudrait savoir un certain nombre de choses. Détacher quoi? Mais la notoriété que cela a donné, c'est la fonction. En prenant l'exemple du chef quartier, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Oui, mais ce n'est pas sa personne physique au-delà de tout. C'est ce que je dis en réalité. On sait qu'il a quitté la BOAD. Mais en étant chef d'État, ça donne plus de garanties, plus de confiance de sa fonction. Ça prête à confusion. Monsieur, il faut qu'on évolue. Parlons de la procédure à la Haute Cour de justice, une procédure pas trop simple, pas très simple. D'abord, il faut que la chambre d'accusation de la Cour d'appel puisse saisir l'Assemblée nationale. Et le dossier est transmis à la commission des lois. D'accord? Pour la mise en forme, on fait les débats, on vote pour la poursuite, vote de poursuite. Je crois que c'est aux 2 tiers. Là. Quand c'est recevable, quand c'est bon de ce côté, le président de l'Assemblée nationale transmet le dossier à nouveau à la chambre d'accusation de la Cour d'appel qui fait office de chambre d'instruction de la Cour de justice. La chambre d'accusation enclenche la procédure d'instruction. Deuxième niveau. Quand elle finit, elle transmet le dossier à l'Assemblée nationale à nouveau pour qu'elle décide de la mise en accusation. Après avis favorable, le dossier concerné est transmis à la Haute Cour de justice pour jugement définitif. Est-ce que vous voyez un peu tout ce parcours? C'est-à-dire, pour parler chez les musulmans, si c'est à la main, on va dire écoute de Safar Marwa, ou c'est le chemin du Golgotha, quoi. C'est tout un cheminement très complexe. On a corsé à un niveau, il faut 2 tiers au niveau de la commission des lois pour voir si les dossiers pourraient être. Après, on revient encore, on vote à nouveau et c'est l'effectif encore là, c'est encore plus conséquent, quoi, c'est aux 3/4. Donc, c'est hyper compliqué, hyper corsé pour qu'on puisse mettre en accusation un chef d'État ou un ancien ministre ou député. C'est vrai que ça ne s'est encore pas produit jusqu'à présent. Bienvenue à Bassagan. Certains voient dans ce dossier plus qu'un dossier judiciaire, un dossier politique. Est-ce que ça peut aboutir alors? C'est là où moi j'ai souvent des difficultés à comprendre le peuple que nous avons. Et donc quand je parle de difficultés à comprendre le peuple que nous avons, il y a des faits qui ont été commis. Vous pouvez être homme politique. Si vous avez commis un fait, vous devez répondre. C'est une question de responsabilité. Et d'autant plus que le pouvoir politique est juteux, de la même façon, cela a ses revers. Et nous sommes dans les revers de la médaille, il faudrait préciser cela. Alors, quand on prend cette affaire d'ICC Service, lorsque Eloge faisait comprendre que c'est un véritable parcours de combattant, je sais que c'est une équation à double inconnu. Je suis d'accord avec. Équation différentielle. Oui, exactement. Mais il faudrait savoir que c'est un rôle que veut jouer la 8e législature. C'est la 8e législature. Et donc, il faut commencer par analyser à partir de là. Puisque c'est la 8e législature, vous savez qu'il y a 2 camps. Il y a un camp qui est d'accord à la suppression de la criette. Et donc, si c'est le camp qui opte pour la suppression de la criette, qui gagnait les élections et se retrouve au Parlement, il faut savoir que ceux qui se trouvent en tant qu'opposants, parce que le président, l'ancien président de la République, Boni Yayi, se montre aujourd'hui comme un opposant farouche, il faudrait préciser. Et donc, si l'un côté arrive à avoir le poids au niveau de l'Assemblée nationale, alors là, les poursuites ne vont pas prospérer. Mais dans le cas contraire, ceux qui sont défenseurs du pouvoir public, c'est-à-dire du contrat social qui a été signé entre l'État et entre les citoyens et qui ont concédé leur force à l'État, à partir de cet instant-là, je suis sûr que ça ira très loin. C'est ce qu'il faudrait voir. Donc, il faut voir l'os est dans la gorge de la 8e législature et de l'élection prochaine. À partir de cet instant, on peut analyser différemment. On peut dire, oui, le processus est difficile, mais ça dépend de la 8e législature. Jean-Del Etienne Blessougué. Je suis d'accord que la procédure est vraiment corsée. Et depuis toujours, je n'arrive pas à comprendre. Comment se fait-il qu'on dit que
les citoyens béninois sont tous égaux devant la loi. Et que le simple voleur de la rue qui vole un moto, C'est comme Voltaire. directement, on l'écoute et puis il est condamné. Et que ce simple citoyen aussi qui a eu à gérer le denier public puisse voler et qu'on complique maintenant la procédure. C'est aussi une discrimination. Non, c'est pas une discrimination. C'est une discrimination. Ce sont les règles de la démocratie. Il Bon, faudrait pas on le me dire. dira les Il faudrait règles de pas la le dire. démocratie. Là, vous mais- n'adoptez pas le mot discrimination. Donc ça dépend des contextes. alors. Ça dépend des Oui, d'accord. Oui. Le mot discrimination, c'est... Non, c'est la vérité de l'aveugle... je crois, des aveugles de l'éléphant. D'accord. Chacun voit la vérité selon Sa position. sa position. Non, attention, Jandel, oui. Ce qui est pertinent Oui. de dire, est-ce qu'en non, est-ce que c'est correct que quelqu'un qui a géré l'argent public, qu'il puisse encore tellement être protégé? Oui, Je me suis toujours posé une question. Oui. Est-ce qu'en 90, ou même bien avant, au moment où on a rédigé notre constitution là, est-ce que c'était pour protéger le voleur? Non, mais... C'est l'impression que ça donne, qu'on puisse corser une procédure si tant. Et c'est ça qui fait que cela ne prospère pas. Non, c'est pour Moi, éviter je les veux. représailles politiques. Non, moi, je voudrais d'abord que le Bénin puisse donner l'exemple là. Même au-delà d'une législature qui serait d'accord ou pas, c'est une question de responsabilité. Et le Bénin, devant l'histoire, doit pouvoir dire au monde entier, quand ça ne va pas, il faut situer pour dire ça ne va pas. Et moi, je veux personnellement qu'au-delà de tout, qu'on puisse baliser le terrain. Même ceux qui aiment l'ancien chef d'État doivent l'aider à aller s'expliquer. Et donc, qu'on n'y voit pas. Et donc, déjà d'intention. Donc, qu'on n'y voit pas de la politique. Qu'on n'y C'est voit ce que pas je de la dis. politique dans cette affaire-là. Oui. Parce que si nous voulons lutter contre l'impunité, et que chaque fois, quand on commence, on dit c'est la chasse aux sorcières, c'est la politique, à quel moment un régime aura le courage de lutter réellement contre la corruption? Non, mais quand vous parlez, Oui, comme ça, même tout récemment, excusez, même tout Oui. récemment, dans cette Oui, oui, affaire, c'est second. dans cette affaire ICC Service, les gens ont dit que c'est un montage du pouvoir en place. Vous voyez? Et si on dit encore que Boni Yahi ira devant la haute cour de justice... Donc à cause quelle du est la peuple, Vous voyez? donc à cause, Je ne comprends pas. mais qui est le peuple? Le peuple, c'est vous. Oui, c'est nous. Je ne discute Le pas. peuple, ce n'est Il y a pas une d'autres qui frange sont de la embobinés, Il y a population. d'autres qui sont embobinés, qui sont enrhumés dans cette affaire-là. C'est ce que je dis en réalité. D'accord. Allez poser la question aux bonnes dames de Dantokpa qui ont perdu leur sou. Allez poser la question à une femme qui a perdu son mari. Très bien. Ils vous diront le contraire. Chers invités, on va allez, faire un dernier tour de table, 20 secondes chacun. Alors, dites-nous, est-ce que vous êtes optimiste quant à la suite de ce dossier? On Bienvenue. commence par bienvenue. Mais c'est un optimisme que je vais déposer d'abord sur la tête de la 8e législature, il faudrait dire. Parce que c'est là, en tout cas, le jeu. Moi, j'attends la fin des élections, de l'élection législative, pour pouvoir savoir si je serai pessimiste ou optimiste. Parce que ce qui se passe actuellement sur le terrain, c'est que on est en train de voir est-ce que tel parti est de quel côté, comment ils vont gagner les élections. D'accord. Et donc, pour dire toutes ces choses-là, avant que je ne puisse parler d'optimisme, Oui. c'est que j'ai un brin d'espoir. Très Et bien. ce brin d'espoir-là, c'est qu'un jour, toute personne qui a géré des choses dans ce pays va répondre de ces actes en cas de déconvenu. Eloge? Optimiste, mais il y a une petite silhouette de pessimiste qui plane aussi toujours dans ma tête. En fait, ce qu'il faut dire aujourd'hui sur ce dossier, c'est vrai, c'est la 8e, tout dépendra de la configuration de la 8e législature. Si elle est favorable au pouvoir en place, ça pourrait prospérer. Parce que ça peut être favorable, et la 8e législature peut être favorable au pouvoir en place, et les autres peuvent avoir, les positions peuvent avoir un certain nombre de députés qui peut toujours empêcher le jeu. Il peut ne pas avoir la majorité, Oui. mais une minorité de blocage pour D'accord. empêcher les choses. Oui. Il faut que le peuple puisse comprendre que c'est pour éviter que les justiciables, les justiciables de la haute justice Oui. ne puissent pas continuer à être des protégés
de haut protégés que Oui. le régime en place avait voulu la révision de la Constitution. Jean Parce que Del- c'est ce qu'on avait mis dans la révision de la Constitution, mais à un moment donné, le peuple a dit niet. Merci. Eux, du ça nous rattrape, c'est dans nos pieds. Jean Je Del reste Glessou, oui. convaincu, Oui. je reste convaincu et je garde espoir que même si cela ne prospère pas, au moins l'actuel gouvernement aura eu le mérite d'engager la lutte contre la corruption. Merci infiniment à vous, Jean-Del Etienne Glessoubé, journaliste à KPFM. Hello, Josongbogo. Et bienvenue à Gbassagan, tous deux journalistes. Merci à tous d'avoir été sur ce plateau. C'est la fin de la causerie de ce matin.